projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les nids. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Nous retrouvons l'interview commencée dans une précédente édition de Nyagale Bagayoko, cette passionnée des relations internationales reconnue dans le monde entier pour son expertise en matière de sécurité et de prévention des conflits, dévoile des aspects méconnus de la crise au Sahel. Il y a des zones où les populations, pour diverses raisons, ont des relations de coopération avec certains groupes armés. Mais il y a aussi des zones où les populations sont l'objet d'un harcèlement et voire de massacres. Cap sur One Africa. La société civile africaine et sa diaspora se mobilisent pour lutter contre les conséquences de la pandémie du Covid-19. C'est parti comme une boule de neige. C'est le cas de le dire, pour faire quoi? Pour rassembler autour d'un concept de solidarité des artistes, des personnalités d'Afrique et de sa diaspora pour envoyer un message en ces temps troubles, pour se dire que nous sommes solidaires, nous sommes one et qu'on va se relever. Des succès pour l'initiative Faire taire les armes, mais de nouveaux défis apparaissent aussi. La Tanzanie n'a pas la chance d'être une île. Elle a 9 voisins, et 8 d'entre eux sont ou ont été en guerre à un moment ou à un autre de leur histoire. Certains sont toujours en guerre aujourd'hui. Cette semaine, lundi 25 mai exactement, on célèbre la Journée mondiale de l'Afrique. C'est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba, qui est devenue l'Union africaine en 2002. L'occasion est marquée chaque année par une réflexion sur un thème particulier. Mais ces derniers mois, la pandémie de Covid-19 a bouleversé la donne, incitant la société civile et la diaspora à unir leurs efforts pour réfléchir au lendemain de la crise. L'objectif, affirmer un message d'unité et d'innovation à travers une journée d'échange avec des artistes et leaders sur les réseaux sociaux sous le hashtag Je suis One. One pour Worldwide African Network. J'ai demandé à son initiateur, Amobe Mevege, comment tout avait commencé. Amobe, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur Initiative Africa. Tout d'abord, quelle est l'origine de cette initiative? Alors, One, ça veut dire Worldwide Afro Network. C'est un concept qui a germé dans mon esprit il y a un petit moment. Pour faire court, en 2008, Myriam Makeba me dit Amobe, est-ce que tu peux m'organiser mon dernier événement à Paris, à l'Olympia? Le président Mandela m'a parlé, je veux rentrer en Afrique. Ça me donne l'idée de réunir beaucoup d'artistes autour d'elle. Malheureusement, elle a disparu quelques semaines après, victime d'une crise cardiaque. Papa Wemba a disparu. Il y a quelques semaines, Manu Dibango a disparu. C'est l'hécatombe. Je suis dans mon lit. Youssou N'Dour m'appelle une nuit. Il me dit Amobe, tu es mon petit frère adoré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, tu te souviens de cette idée? Peut-être qu'on n'aura plus jamais l'occasion. Tout le monde est à la maison. Je vais les appeler. J'appelle Mori Kanté, Salif Keita, les Kassav, etc. Donc, c'est parti comme une boule de neige. C'est le cas de le dire, pour faire quoi? Pour rassembler autour d'un concept de solidarité des artistes, des personnalités d'Afrique et de sa diaspora pour envoyer un message en ces temps troubles, pour se dire que nous sommes solidaires, nous sommes one et qu'on va se relever. Quelles retombées en attendez-vous? Autour de cette idée de l'Africa Day, nous avons plusieurs personnes qui viennent s'agréger spontanément. Vous avez vu qu'il n'y a absolument aucun calcul derrière, mais il y a une telle dynamique que derrière, on ne va pas s'arrêter. On a déjà commencé à penser à mettre en agrégation tous les partenariats sur tous les continents. On a des équipes à Montréal, aux États-Unis, en Afrique du Sud, un peu partout. Et on veut se dire comment est-ce qu'on peut penser l'Afrique différemment. Économie, le matriarcat, l'éducation, la santé, la gouvernance, etc. Comment, avec le digital, impacter le réel, faire des concerts peut-être derrière, ne plus jamais s'arrêter. Donc le but, c'est que vous nous rejoigniez. Y a-t-il un site internet One Africa? C'est bien ça. Vous allez sur les réseaux sociaux et c'est ouvert, c'est encore ouvert. On veut montrer sur les réseaux sociaux et sur les télévisions en linéaire, il y a le meilleur de ce que l'Afrique a en elle et sa diaspora, bien sûr. Et c'est ouvert sur le monde. On a appelé des amis d'Iran, des chanteuses iraniennes qui seront là. On a des gens de Colombie. L'Afrique est un continent ouvert. Ses bras parfois trop ouverts, mais c'est ouvert pour le monde. Mais c'est l'Afrique qui parle d'une seule voix, together as one.
Merci Amobé pour toutes ces précisions. Je vous le disais en titre, notre invité revient donc cette semaine sur la situation au Sahel avec une approche nouvelle face aux menaces planant sur la région. Comment vivent les populations? Quels sont les financements des groupes terroristes? Ou encore quel type d'action pour les organisations africaines et les États? Ce sont quelques-unes des interrogations qui se posent, des thèmes justement abordés cette semaine par Niagale Bagayoko. Elle répond aux questions de notre journaliste François Baudry. Nous nous retrouvons donc Niagale Bagayoko. On a parlé du rôle et du jeu des puissances étrangères au Sahel, mais sur le terrain, les populations, qu'en est-il exactement? Alors, c'est vraiment, à mon avis, la question centrale autour de laquelle tout devrait être pensé. C'est le cas pour certains aspects de différentes interventions, qu'elles soient faites à titre national ou international, mais vraiment cette question est évidemment essentielle. C'est-à-dire qu'on se trouve là aussi dans un environnement qui ne peut pas être défini de manière univoque, selon les zones. Il y a des zones où les populations, pour diverses raisons, ont des relations de coopération avec certains groupes armés, notamment parce qu'ils leur procurent des moyens de subsistance et les rémunèrent pour un certain nombre de services en soutien à leurs activités opérationnelles. Mais il y a aussi des zones où les populations sont l'objet d'un harcèlement et voire de massacres, comme on l'a vu là encore au nord du Burkina, comme je disais précédemment, et où elles sont absolument terrorisées et dissuadées de coopérer avec les forces étatiques. Mais par exemple, il y a des élèves qui refusent d'aller maintenant dans les écoles par crainte Alors, est-ce qu'ils d'être... refusent? Alors, exactement. Est-ce qu'ils refusent ou est-ce qu'on les empêche d'y aller? C'est très souvent la deuxième hypothèse, malheureusement, qui s'impose. Parce que l'enjeu de modèle de société et du modèle d'État et de justice qui est en jeu est absolument fondamental. C'est-à-dire que ces groupes djihadistes, ils ont un projet social, un projet de société qui récuse y compris le type d'éducation qui est dispensé par les États de la région. Et le fait que les instituteurs aient été ciblés de cette façon-là et qu'autant d'écoles aient été amenées à fermer, ça n'a effectivement pas laissé le choix à ces populations. J'ajoute à propos de ces populations que souvent, quand on regarde les enquêtes d'opinion qui peuvent être faites, elles sont plutôt en demande d'une intervention des forces de défense de sécurité, mais qu'elles ont été amenées à considérer comme étant inefficaces, comme étant inefficientes, voire comme étant également coupables d'abus envers elles, parce qu'ayant ciblé certaines communautés. Donc, d'où la mise en place par ces populations de groupes d'autodéfense, de groupes vigilants qui portent aussi, à mon avis, un certain nombre de dangers, même s'ils viennent d'être institutionnalisés au Burkina Faso il y a quelques jours dans le cadre de ces volontaires pour la défense nationale, de la patrie, qui ont été mis en place. Ça, c'est au niveau du Sahel et de ces pays frontières, Mali, Burkina, Niger, etc. Est-ce qu'il y a des passerelles entre ces terroristes qui sont au Nigeria, au Cameroun, au Kenya ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, etc. Qu'en est-il exactement? Alors, cette question est absolument mystérieuse et en tout cas, il est difficile d'y répondre. Ce qui est évident, c'est que l'État islamique a mis en place des provinces, en Afrique, qui sont les suivantes, donc l'ISWAP, Islamic State for West Africa Province, d'une part, et d'autre part, ISCAP, Islamic State for Central Africa. Donc, qui sont intégrés dans ces différents groupes. Pour ce qui est de ISWAP, il y a 2 foyers. Le foyer ancien, originellement dit Boko Haram, ce groupe ayant été amené à se scinder en raison de désaccords internes. Donc une des branches a rejoint cette province, Afrique de l'Ouest, donc sur cette région de Difa, du bassin du lac Tchad, etc., du Nigeria, et l'autre qui est la province à l'intérieur, qui est centrée sur le Sahara, Sahel, et donc davantage sur cette zone des 3 frontières. Donc, est-ce que ces groupes coopèrent ?
C'est difficile à établir, manifestement, mais ce qui est important de savoir, on ne fait pas souvent le lien, et vous posez très bien la question, avec ce qui se passe dans l'Est du Congo. Qui fait partie aujourd'hui de l'ISCAP? Ce sont ces fameuses ADF, ces forces qui terrorisent les populations dans l'Est du Congo depuis des années, qui ont désormais cette affiliation à Sainte-Province, Afrique centrale, de l'État islamique. Donc oui, c'est effectivement compliqué. Et pourtant, on peut imaginer que toutes ces organisations ont besoin d'argent pour se fournir, pour vivre, etc. D'où vient l'argent? Je pense que c'est là qu'on s'aperçoit que la question de la lutte contre la criminalité organisée est absolument fondamentale, mais ce qui renvoie au problème des moyens pour y faire face. Parce qu'on ne neutralise pas, c'est-à-dire qu'on n'élimine pas des personnes impliquées dans des réseaux criminels, tout simplement parce qu'il y a besoin de les poursuivre, d'inscrire la lutte contre ces réseaux dans un cadre pénal pour pouvoir les démanteler. Donc on voit très bien que ce ne sont absolument pas le même type d'instruments qui doivent être mis en place. Je pense qu'un certain nombre d'acteurs en ont tout à fait conscience. Si on regarde ce qui est prévu par le programme français dit P3S, le programme pour la paix, la stabilité au Sahel, il y a la volonté de mettre l'accent davantage sur les acteurs de justice et sur les acteurs de police, justement pour prendre en considération cette question des trafics. Mais les sources sont multiformes. On voit aujourd'hui que se multiplient de nouveau les enlèvements. Alors cette fois-ci, moins d'acteurs étrangers, comme on l'a pu le voir au début de la crise, au début des années 2010, mais d'acteurs locaux dans les populations qui sont enlevés et libérés contre paiement de rançon. Voilà une source de financement. On s'interroge aussi beaucoup sur le lien avec l'orpaillage, avec l'exploitation des ressources aurifères dans certaines zones. Et certains experts considèrent qu'aujourd'hui, l'objectif de ces groupes est d'atteindre, de passer par un couloir afin d'atteindre les côtes pour pouvoir se livrer à différents trafics. Bienvenue pour la suite d'Initiative Africa. Faire taire les armes d'ici 2020. La stratégie adoptée par l'Union africaine pour mettre fin aux conflits en Afrique a récemment permis de faire avancer la paix en Centrafrique et au Soudan. Mais ces conflits persistent, par exemple en Libye et au Soudan du Sud, et d'autres apparaissent au Mozambique et au Cameroun. C'était le verdict de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, lors du dernier sommet de l'Union en février. Les obstacles ne manquent pas, alors que les dépenses militaires officielles en Afrique se sont élevées à environ 40,2 milliards de dollars en 2018. Le continent est de plus menacé par la pandémie du Covid-19 qui pourrait compromettre les progrès de l'initiative Faire taire les armes. Nous explorons dans ce reportage à Addis Abeba la philosophie et les moyens de ce programme exceptionnel. Regardez. Un officier de police et un employé de banque ont été abattus par des malfaiteurs lors d'un hold-up à main armée à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. 2 morts de plus, causées par la prolifération des armes à feu illicites. Les armes à feu illicites sont responsables chaque année de la mort d'environ un demi-million de personnes dans le monde. Ces armes de petit calibre, bon marché, portables, sont faciles à se procurer. This one is a military weapon. Celle-ci, c'est une arme militaire, très dangereuse pour le public. Elle peut prendre un magasin de 30 cartouches. Elle tire plus ou moins comme un AK-47 avec les mêmes capacités. The same like AK-47, the same capabilities. It's a Makarov pistol. Un pistolet Makarov fabriqué en Chine, il y en a beaucoup, énormément qui circulent dans notre pays. Il y en a plein partout. La Tanzanie a traversé une histoire relativement calme, l'époque coloniale, puis a acquis son indépendance. Aujourd'hui, le taux de criminalité violente et d'exposition aux conflits armés est assez faible par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Est. Pourtant, des études officielles récentes suggèrent que la population civile a en sa possession environ 700 000 armes à feu. Dans certaines régions, on pense que 24% des familles en possèdent une, surtout dans les régions frontalières. La Tanzanie a pour voisins des pays comme le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et d'autres avec un passé mouvementé. La Tanzanie n'a pas la chance d'être une île. Elle a 9 voisins,
et 8 d'entre eux sont ou ont été en guerre à un moment ou à un autre de leur histoire. Certains sont toujours en guerre aujourd'hui. La Tanzanie est un pays paisible. Nous avons dû accepter de recevoir des réfugiés, et ces réfugiés sont arrivés avec des armes qui n'ont pas toutes déclarées officiellement. Les Tanzaniens ont un attachement culturel aux armes à feu. Les pistolets fabriqués à la main et qu'on charge par le canon sont utilisés depuis le 19e siècle en Tanzanie lors des cérémonies. Aujourd'hui, les truands s'adressent aux artisans fabricants de pistolets pour produire des armes bon marché et mortelles. Voici une carabine modifiée par un artisan local. Elle est capable de tirer les mêmes munitions qu'une carabine moderne. Depuis 50 ans, la région des Grands Lacs en Afrique a été la plaque tournante de la prolifération des armes illicites. Les armes illicites ont fait exploser le taux de criminalité et suscité l'instabilité politique. Elles sont responsables depuis des décennies des carences en termes de développement économique de la région. Le contre-coup de l'insécurité, c'est l'arrêt de la production. Les gens ne se déplacent pas, les marchandises ne se déplacent pas, et on assiste à la détérioration générale de la situation économique de cette communauté. En 2000, les pays de la Corne de l'Afrique et des régions des Grands Lacs ont signé la déclaration de Nairobi pour résoudre le problème de la prolifération des armes de petit calibre. Bien que le but soit d'éliminer et de détruire les armes illicites, l'application correcte de la procédure d'enregistrement et le système de licence permettront de posséder une arme en toute légalité. Le sentiment d'insécurité est répandu dans les zones rurales et les agriculteurs veulent une arme pour défendre leur famille et leurs biens. Je veux garder mon fusil pour protéger mon troupeau et décourager les voleurs. J'en ai besoin pour protéger mes biens dans la ferme. Là où nous habitons, il y a toutes sortes de problèmes. Des singes, des sangliers, des lions qui peuvent attaquer mon troupeau dans le corral, et des hyènes aussi. Ailleurs dans le monde, les gens ne se rendent pas compte que le succès ne se mesure pas au nombre d'armes à feu qu'on a réussi à détruire. Donc, la destruction ou le dénombrement des armes, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, ce sont les mesures prises pour stopper les dysfonctionnements et empêcher qu'ils ne se reproduisent. Le plan de contrôle des armes et pour le désarmement en Tanzanie a eu beaucoup de succès dans tout le pays. C'est la première fois au niveau mondial qu'une approche nationale cohérente est appliquée et elle se pose en exemple pour toute cette partie du monde. La société civile et les agences de maintien de l'ordre travaillent ensemble. Ce n'était pas le cas auparavant. Ne serait-ce qu'au niveau des agences de maintien de l'ordre, elles ne coopéraient pas. Les douanes et la police travaillaient chacune de leur côté. La police et l'armée n'étaient pas d'accord. Alors que maintenant, ils travaillent tous ensemble. Cela nous a pris des années, mais nous y sommes arrivés. Nous avons mis en place ce type de coopération. Dans cette région, les pays des Grands Lacs devront s'attaquer à la prolifération et au trafic d'armes de petit calibre sur leur propre territoire. Et c'est là que la communauté internationale joue son rôle dans le succès du projet. Suite et fin de l'entretien de la semaine avec Niagale Bagayoko, nous revenons ensemble sur les pistes possibles pour mettre fin au conflit et sur la question du rôle des grandes organisations. À vous écouter, on peut être circonspect par rapport aux chances d'aboutir à lutter contre ces terrorismes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, si je le savais, je me considérais comme mieux qualifiée que la plupart des personnes qui y réfléchissent, à mon avis, de très bonne foi. Moi, à titre personnel, je pense que ce qui est indispensable, c'est de remettre les populations au cœur de la lutte armée contre ces différents acteurs. La question de la protection des populations doit devenir le cœur, à mon avis, de la rhétorique développée par les différents acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, parce que c'est à ces populations que l'on parle. On ne peut pas mettre des murailles autour de chaque village.
Non, mais déjà avoir un discours qui est de dire que l'objectif stratégique est la protection des populations et non pas la lutte contre les groupes terroristes armés, d'ores et déjà, je pense que ça change la perception que peuvent avoir ces populations. Ensuite, il y a effectivement une façon de mobiliser des moyens supplémentaires. L'armée malienne vient d'annoncer un recrutement supplémentaire de 10 000 hommes, mais il y a aussi, bien entendu, cette question du projet de société qui est proposé à ces populations qui, en réalité, aujourd'hui, n'ont absolument pas vu le bénéfice d'un grand nombre de politiques qui ont été mises en place depuis des années, que ce soit en termes de décentralisation, en termes de développement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette question vraiment de la protection des populations, qui est d'ailleurs au cœur du mandat de la MINUSMA, de la protection des civils de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies, doit constituer le cœur de la réflexion et du redéploiement opérationnel, concrètement, sur le terrain, des différentes forces de défense et de sécurité. Quelle est votre analyse sur le rôle et l'efficacité de l'Union africaine? Alors je pense qu'il y a eu 2 temps dans l'intervention de l'Union africaine au Sahel. Je pense qu'au début de la crise, l'Union africaine a été beaucoup plus active qu'on a voulu le dire. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que après l'intervention française dite opération Serval, les premiers acteurs qui ont été déployés sur le terrain, ça a été des forces africaines venues de la CEDEAO et du Tchad qui ont été déployées dans le cadre de la mission sous conduite africaine, donc qui dépendait de l'UA. Le Conseil de paix et de sécurité, le CPS de l'Union africaine, a aussi été actif sur ces questions et une mission de l'Union africaine est présente dans la région. C'est la MISAEL, qui est basée au Mali, mais qui a un mandat sur toute la zone. Il y a également, dans le cadre de l'Union africaine, ce fameux processus de Nouakchott, qui réunit 11 pays du continent, y compris l'Algérie. Mais il est vrai que depuis un certain nombre d'années, au cours des 2-3 dernières années, l'Union africaine s'est montrée dépassée par le rôle pris par ce qu'on appelle les arrangements ponctuels, que sont la mise en place de la force multinationale mixte dans le cadre de la lutte contre Boko Haram autour du bassin du lac Tchad, et d'autre part la création du G5 Sahel, qui est une nouvelle organisation multilatérale qui agit, dont les interventions sont validées par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, mais qui a pris le dessus, puisque l'Union africaine, c'est vrai, a été incapable de mobiliser sa force africaine en attente, voire la fameuse CARIC, qui était une force de réaction rapide, qui était censée pouvoir être déployée rapidement. Pourquoi ça ne marche pas ? Je pense que ce qu'on a du mal à prendre en considération d'une manière générale, et on l'a très bien vu pour le G5 Sahel, dont très vite on a commencé à dire qu'il était inefficace également. Ces organisations souffrent, mais c'est vrai aussi de l'Union européenne, qui est le principal bailleur de celle-ci, souffre de l'existence de procédures de décision extrêmement lourdes, extrêmement longues à mettre en place. On voit très bien que quand on entend des annonces, mais alors, cette fois-ci faites à Bruxelles ou faites non pas uniquement par des acteurs africains, de milliards ou de millions qui vont être, de milliards en CFA, pardon, ou de millions en euros ou en dollars qui vont être mobilisés, on voit très bien que 2 ans après, c'est à peine le moment où ces financements commencent à se matérialiser sur le terrain. Donc, je pense que l'Union africaine a d'une part été paralysée par ça, mais également par les intérêts divergents qui peuvent exister en son sein, au niveau des États membres. Et si on se retrouve dans 10 ans tous les deux face à face, qu'est-ce qu'on pourra dire de la situation en Afrique d'après vous ? La question qui se pose, à mon avis, est celle du type d'État ou d'entité politique auquel on aura affaire. C'est-à-dire, est-ce que les États
nations telles qu'on les connaît aujourd'hui vont résister? Ou est-ce que ce qui se produit aujourd'hui, quel que soit le type de groupes armés auxquels on a affaire, parce qu'il ne faut encore une fois pas négliger le rôle de groupes dits simplement rebelles, qui ne portent pas un discours religieux, mais des revendications politiques, est-ce que des zones de gouvernance extérieures aux États ne vont pas se mettre en place? À mon avis, c'est un scénario qui est tout à fait possible et envisageable. Et pour éviter cela, la vraie question est de savoir comment rendre une pertinence, une réelle légitimité de ces États aujourd'hui aux yeux des populations. Depuis le tournage de cette interview, la pandémie du Covid-19 a encore contribué à accroître les tensions dans les régions touchées par le terrorisme. Dans un rapport des Nations Unies ce mois-ci, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme que les groupes terroristes profitent de la pandémie de Covid-19 pour intensifier leurs attaques au Sahel. Ce serait le cas particulièrement dans le triangle Liptako-Gourma, une zone dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso partagent les frontières. J'ai demandé à Niagale Bagayoko de revenir faire le point avec nous sur ses craintes. Merci Niagale d'avoir accepté de nous donner votre analyse sur les risques de tensions accrues au Sahel en raison de la pandémie. Pensez-vous que le Covid-19 pourrait profiter au terrorisme? On a eu en effet des appels au début de la crise sanitaire mondiale, des appels des centrales islamistes, notamment de la part de l'État islamique qui a demander à ce que ces combattants exploitent les faiblesses créées chez ses ennemis par la pandémie. Mais on n'a pas constaté d'attaques explicitement liées à ça. En revanche, les attaques qui ont cours depuis des mois et des années se sont poursuivies. Il est aussi important de mentionner le fait que pendant cette période ont eu lieu des affrontements très violents entre les groupes djihadistes eux-mêmes, et notamment entre le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda, et d'autre part l'État islamique au Grand Sahara, qui constitue la branche sahélienne de l'État islamique province de l'Ouest, qui se sont affrontés, notamment dans la région du centre du Mali, autour de questions et de dynamiques très locales, comme par exemple l'accès au delta du Niger et l'exploitation par les pasteurs et les agriculteurs et les droits de passage que l'on perçoit lorsque ces professionnels passent. Donc ça a été l'un des enjeux, mais un autre enjeu est aussi le fait que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par le Malien Adak Ghali, a accepté d'entrer en négociation avec le gouvernement malien à condition que les forces françaises se retirent du pays. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de lien particulier avec le Covid, puisque ces négociations avaient été proposées à la sortie du dialogue politique inclusif au Mali qui avait eu lieu à la fin de 2019. Merci Niagale, c'est la fin d'Initiative Africa pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Facebook, Twitter, Vimeo et YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.